Isabelle Camille Rapp, je suis directrice communication et relations institutionnelles pour SNCF Gare et Connexions en Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Effectivement, c'est une réflexion que je me faisais suite à la période Covid qu'on vient de voir passer, où on sent qu'il y a des jeux de redistribution ou d'aspiration pour l'habitat qui sont un peu différents. On voudrait une maison peut-être un peu plus grande, un peu plus au vert, se desserrer des lieux très métropolitains. Et du coup, ce métro boulot dodo qui était très en proximité se détend un petit peu. On passe à quelque chose où finalement le boulot peut être très proche du dodo. Ou parfois aussi le temps de trajet entre la maison et le travail se fait par exemple en TGV. On voit beaucoup ça maintenant, des gens qui ont un peu desserré leur lieu d'habitat par rapport au travail entre la province et Paris beaucoup. Et où finalement le bureau et le train deviennent aussi, se confondent pour devenir un lieu de travail. Donc voilà, le métro boulot dodo, ça reste trois choses dont on a besoin, mais qu'on ne fait plus forcément au même endroit et au même moment. Alors en fait, aujourd'hui je trouve que c'est plutôt un bénéfice d'avoir réussi à rapprocher la conception du système de mobilité de l'habitant, en confiant finalement aux élus ce rôle d'analyser les besoins de mobilité sur le territoire et d'y répondre. Le fait par exemple que le transport régional de voyageurs ait été confié aux régions, ça a conduit à réinvestir dans les transports du quotidien, les transports régionaux et à doper la fréquentation du train. Par contre, pour le voyageur, ça entraîne aussi parfois une complexification du système avec des noms de réseaux qui sont différents d'une région à l'autre, des profils de voyageurs qui diffèrent et donc ce à quoi on a le droit dans une région, on n'y a pas forcément le droit à l'autre. Et ça devient assez compliqué. Je fais souvent l'analogie avec le monde de la voiture. Si le diesel ne s'appelait pas diesel partout et que chaque fois qu'on change de région, il fallait se reposer la question de qu'est-ce que je mets dans ma voiture, c'est vrai que ça peut devenir compliqué. Donc, cette multiplicité des AOM, elle pose la question de la simplicité pour l'utilisateur, aussi de l'intégration de l'information, parce que finalement chacun y va de son système de moteur de recherche pour savoir sur ce territoire-là, il faut que j'aille sur ce moteur de recherche-là pour chercher mon trajet en transport en commun, et souvent c'est juste les transports en commun et les autres offres de transport, les transports privés, les transports d'une autre autorité organisatrice n'apparaissent pas. Donc on est en train de complètement éclater le système, avec un risque qui est que finalement à un moment il y a quelqu'un qui trouve la recette magique pour être l'unificateur de tous les systèmes, un peu à l'instar de ce qu'on a vu dans le monde de l'hôtellerie avec Booking, qui s'est d'abord présenté comme une plateforme qui rendait service aux hôteliers en leur permettant de se faire connaître, et puis finalement ils sont devenus une plateforme qui devenait l'intermédiaire incontournable entre le client et l'hôtelier. Il en devenait même celui qui était capable de réclamer un prix à l'hôtel en disant si vous affichez pas ce prix-là, je vous affiche pas, ou si vous ne me payez pas pour le service que je vous rends, je vous affiche pas. Et donc il y a ce sujet qui peut arriver aussi sur la mobilité avec un risque de perte en fait de souveraineté, de gouvernance par les AOM, si cette espèce d'explosion et une certaine incapacité ou une non-perception de la nécessité de se mettre d'accord fait que il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Moi j'observe avec attention Google Maps et l'évolution successive des versions où on commence à voir quand même des informations sur le transport public avec Google Maps, parfois même le prix du billet. Donc voilà, jusqu'où ira Google Maps et est-ce qu'il ira plus vite que nous pour offrir un système de mobilité public et privé vraiment intégré. Ce qui m'a beaucoup marqué en fait, c'est cette envie de coopération entre les acteurs et l'inquiétude à laquelle je faisais référence à l'instant. Je sens que c'est quelque chose qui commence à prendre corps, à être pointé par plusieurs personnes présentes aujourd'hui. Donc on sent qu'il y a cette envie, on a compris en fait qu'en coopérant on était plus fort. On a envie de coopérer, on a compris aussi qu'il y avait des vrais enjeux de gouvernance et de souveraineté autour de la mobilité, parce que finalement, en fait, si quelqu'un d'autre que le territoire décide de la mobilité sur son territoire, ça peut avoir des conséquences compliquées. Je pense par exemple à quelqu'un qui donnerait un itinéraire qui passe devant une école. Le pouvoir public n'aurait pas forcément souhaité ça parce que c'est accidentogène, mais pour l'autre personne qui produit ces itinéraires, ça pose pas de souci. Donc voilà, cette idée de se dire, tiens, finalement c'est important qu'on soit à nouveau acteur de notre destin. Donc ça, j'ai trouvé ça très fort aussi aujourd'hui. Et puis bien sûr, la convivialité et le plaisir de retrouver
tous ces gens avec qui on a beaucoup collaboré déjà en Bretagne, que ce soit à travers InOut, Bretagne Mobilité Augmentée, les événements auxquels participait ID4Car ou que suscitait ID4Car, tous ces pôles de continuité qui ont envie de se mettre ensemble, cette approche transverse entre les infrastructures, le numérique, les objets roulants divers et variés, les collectivités. Enfin voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un chouette cocktail et qu'on sent que la vie reprend avec une certaine sagesse acquise de ce qu'on a vécu en passant le Covid. Voilà.